When we experience and discuss Impressionist artworks in Paris or London, in Clermont-Ferrand or Carmarthen, at an academic conference, in a museum or on the bus, in person, on a screen, or reproduced in print or on a handbag, we're encountering many different Impressionisms. We're encountering Impressionisms which belong to different regimes of knowledge and different systems of value. We're encountering Impressionisms which belong to different people. Every time I go to the pub and I'm surrounded by walls full of old photographs so jam-packed that they'd make a salon jury envious, photographs bought in bulk and lacking any specific meaning beyond a generalized sense of pastness, I always think of Raphael Samuel's Theatres of Memory. I think of his reminder that it's not academic art historians or academic historians who make history and dole it out to the public, but rather that the sense and significance of the past for the present far exceeds the limits of the academy. I'm reminded of this too whenever I encounter Impressionism out there in the wild, in a cafe, at a car boot sale, or a crematorium. Contexts in which the sense and significance of Impressionism takes on subtly different hues and shades. This photograph that I took on a recent trip also gives me the opportunity to acknowledge the gaps and simplifications and limitations inherent in a conversation between two individuals under the banner of France and the Anglosphere. This webinar's title reflects the fact that the historiography of Impressionism has been dominated by French and Anglo-American narratives. Sometimes those are in dialogue, sometimes those are talking separately in soliloquy. But it's essential to acknowledge that not only are English-speaking communities and cultures, not only do they extend far beyond the US and the UK, and can't be reduced in their diversity to any singular label, but also that within the territories signified by the term Anglosphere, there are a plethora of languages, of cultures, like the Welsh spoken in Carmarthen, many with their own Impressionisms. So taking the Anglosphere then of the event's title as a construction rather than a reality, and with those nuances in mind, we arrive at an overarching question which animates today's discussion. What are we doing when we work on Impressionism for and with the public? I'm delighted to be joined by Félicie Fazion de Maupoux from the Impressionisme program at the University of Paris-Nanterre, who's been thinking about exactly that question. Their new online research and resource program, impressionisme.fr, aims to, in their own words, make Impressionism accessible to the biggest possible number. Félicie is going to introduce us to the platform, its origins and its development. And then I'm going to ask her some questions about where the platform fits within a wider landscape, with a particular emphasis on the influence of national contexts for public perceptions of Impressionism. The whole webinar will last about an hour, and we'll have time at the end for questions from the audience. Feel free to type those in the chat as we go through. As they come to you, my colleagues Alison and Claire are very kindly on hand, and they'll collate those so we have them to hand at the end. Or if you prefer, you're welcome to raise your hand when we get to the Q&A section and pose your question on video. The webinar will take place through French and English. We won't have simultaneous translation, but we'll all make an effort to speak very slowly. You're welcome to pose questions in either language, and for the Q&A, and as we go through, my Impressionist Futures colleague Claire Moran is very kindly on hand and will be posting some translated précis in the meeting chat as we go along. So thank you everybody for your help. And so with all that, I'm absolutely delighted to hand over to Félicie.
You're on mute Yes, there, Felicity. Sorry. it's better like that. Thank you very much, Samuel. Really delighted to be here to present our project, this new platform. I think that I will present the platform in French because I will speak a little bit longer, and I think it's yeah. I will speak slowly as you as you as you mentioned, but yes, it's better in French. And when we will be in dialogue, I will switch in English if it's okay for everyone. So this project platform, you have the internet address and the slide because I don't have in live presentation, but I invite you to see the platform. And now, yes, I will present the project and how we thought about this project and how we build it in the Impressionist research landscape. Donc, nous sommes un projet scientifique, un programme scientifique qui est donc hébergé par l'Université de Paris-Nanterre et dont notre objet, comme le titre l'indique, c'est l'impressionnisme. Et en fait, nous avons commencé assez classiquement à travailler sur le projet en tant qu'universitaire. Et puis assez rapidement, nous avons été rejoints en fait, enfin nous avons été, oui, rejoints, on peut dire, par le tourist industry, le secteur touristique, qui est venu nous rencontrer parce que eux-mêmes travaillaient en fait sur la thématique impressionniste en Île-de-France et en Normandie, avec une perspective évidemment très différente de la perspective universitaire, puisque en fait les deux régions de l'Île-de-France et de la Normandie se sont associées ensemble pour promouvoir le territoire de toute la vallée de la Seine autour de la thématique impressionniste. Et eux avaient commencé leurs travaux en 2015, donc en fait avant nous, puisque nous on est nés en 2018. Et donc ils sont venus nous voir en disant, bah voilà, on travaille sur la même thématique, on a conscience que nous, en tant que professionnels du tourisme, de travailler sur une thématique qui est une thématique d'histoire de l'art, pour laquelle il y a des spécialistes universitaires, et donc nous serions intéressés de travailler avec vous. Et donc, c'est le projet de plateforme est né notamment de ce dialogue avec le secteur touristique. Puisque, mais je ne vais pas le développer ici, en tant que programme de recherche, et un certain nombre d'entre vous étaient peut-être là en mai 2024 au musée d'Orsay et à l'Institut national d'histoire de l'art. Nous avons également fait un colloque en 2020. Voilà, on a une activité de recherche universitaire plus classique, de publication d'articles ou des actes du colloque. Mais voilà, avec cette plateforme, nous voulions justement sortir la thématique impressionniste de la sphère universitaire. Alors, c'est ce que font déjà les musées avec lesquels on travaille, puisqu'on travaille beaucoup main dans la main avec le musée d'Orsay, et que, on le sait, les expositions sont justement une manière, un moyen de médiation de la culture scientifique vers ce qu'on appelle le grand public, the masses. I learned it just before. Euh, et donc, voilà, on transmet une partie de la connaissance scientifique, passe au grand public à travers les expositions. Mais on sait que tout le monde ne va pas dans les musées et dans les expositions. Et donc, le secteur touristique, lui, il touche assez large, enfin, une part assez large de la population, même si, évidemment, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se déplacer et de faire du tourisme, et encore moins du tourisme culturel. Mais donc voilà, on a travaillé avec ce secteur touristique et on a eu plusieurs projets avec eux. Et moi, j'avais notamment rédigé un petit récit de l'histoire de l'impressionnisme. Et en fait, une de leurs demandes très spécifiques, très, très récurrentes de la part de ce secteur touristique, qui va plutôt à l'encontre de notre approche universitaire, enfin, qui n'est pas, enfin,
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une demande, en permanence de définition. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est est-ce que tel artiste entre dans l'impressionnisme? Est-ce que tel artiste n'y entre pas? Est-ce qu'un lieu peut être qualifié d'un lieu impressionniste? Est-ce qu'il a été représenté par un peintre? Parce que eux, à partir du moment où on a le tampon impressionniste, eh bien forcément, c'est toute une chaîne économique qui va se mettre en place, en ordre de bataille, si je puis dire, puisque l'impressionnisme, en tant que, et on va le voir juste après, en tant que un des mouvements les plus célèbres au monde, hein, il y a des études qui ont été faites pour le montrer, ben forcément c'est aussi une thématique qui est porteuse économiquement. Donc ils sont venus nous voir avec ce besoin de définition, ce besoin de montrer cette thématique autrement que par leur biais habituel. Et nous, c'est vrai qu'on a été très intéressés justement de se rendre compte, parce qu'on le sait évidemment, mais on ne le vit pas forcément au quotidien. En tout cas, là, je vous parle d'une expérience vraiment personnelle, de travailler avec ce secteur touristique m'a fait prendre conscience, nous a fait prendre conscience en tant que programme de recherche universitaire, que cette thématique impressionniste, en fait, c'est une thématique partagée par un très très grand nombre de personnes qui considèrent, qui approchent justement la thématique de manière différente. Et donc l'enjeu avec cette plateforme, évidemment, bah, le côté numérique, c'était le fait de rendre ça accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, une grande partie du globe a un accès assez facile à Internet. Et donc, c'est une des manières de toucher le public, une des plus faciles, on va dire. Et donc, c'était l'idée donc, de développer cette plateforme numérique, hein, de ne pas être sur une publication papier, et puis de pouvoir voilà, avoir une approche assez, Samuel le disait en présentation, la plus large possible de l'impressionnisme pour que ce fameux grand public qu'on a du mal à définir puisse trouver de la ressource, mais que à l'autre bout de la chaîne, si je puis dire, ou de l'éventail, les chercheurs, les spécialistes du secteur puissent aussi trouver des nouvelles ressources, de quoi les intéresser. Donc, l'idée était vraiment de monter, d'avoir un mouton à cinq pattes, comme on dit en français, et donc voilà, de pouvoir répondre à toutes ces exigences, parfois un petit peu contradictoires, puisque à la fois l'idée c'est de donner une ressource fiable, comme je le disais, mais relativement facile d'accès, hein. Il s'agit si on parle en termes de clics, que les gens restent, enfin cliquent sur le site, naviguent à l'intérieur du site et lisent les contenus. Quand on connaît les chiffres de temps de lecture sur Internet, c'est extrêmement court. Donc nous, il ne s'agissait pas non plus de vulgariser complètement les propos, puisqu'on reste un site malgré tout scientifique et qui se revendique de la sorte, mais qui puisse voilà, s'ouvrir à une audience plus large. Donc, à part fort de toutes ces réflexions, on a donc travaillé, on a commencé, non, d'abord, on a commencé à construire un arbre hiérarchique enfin une arborescence, pardon, voilà, une arborescence du site pour essayer de répondre à ces différents besoins. Et donc, c'est là où on est arrivé à une arborescence qui est en trois parties, si je puis dire. Une partie ressources, qui est la partie la plus, euh, j'allais dire facile d'accès, mais dans le sens où c'est une partie voilà, historique, où il s'agit de donner de la ressource de premier ordre sur l'histoire de l'impressionnisme, parce qu'on en a aussi tous fait l'expérience quand on cherche des informations sur l'impressionnisme sur Internet. En tout cas, si vous n'avez plus l'habitude de le faire parce que vous êtes trop spécialiste, je vous invite à le faire. C'est très intéressant parce qu'on tombe sur énormément de choses, du très bon,
produits par des musées, par des centres de recherche, par des universitaires, etc. Mais également des choses un petit peu plus douteuses, on va dire, dont on ne connaît pas l'origine. Donc, avec cette partie ressources, histoire, l'idée était vraiment, voilà, de pouvoir délivrer ce contenu historique, on va dire, sur l'histoire de l'impressionnisme à travers donc une chronologie qu'on a pensée en contexte, hein, c'est-à-dire il y a l'histoire de l'impressionnisme, l'histoire artistique plus globale, l'histoire culturelle et scientifique encore plus largement, et également l'histoire politique, sociale et économique. Également, il y a des portraits d'artistes, de collectionneurs, de critiques et de marchands. Alors aujourd'hui, et c'est un peu une introduction, enfin une réponse à ce que je disais aujourd'hui, si vous allez sur le portail, vous n'avez que ce qu'on peut appeler le noyau dur de l'impressionnisme, c'est-à-dire vraiment les grands noms de l'impressionnisme historique, et les grands noms de l'impressionnisme français essentiellement, même si on a une collectionneuse modèle américaine qui est sur la plateforme. Donc voilà, c'est parce qu'on est encore au début du projet. L'idée est bien évidemment d'élargir très largement ces portraits à un impressionnisme beaucoup plus large, beaucoup plus international, beaucoup plus global, et on aura l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure dans la discussion avec Samuel. Et donc une partie histoire, une partie œuvre également, avec des petites notices d'œuvres, des petites notices explicatives. Donc ça, c'est voilà, c'est la partie histoire, ressources données au grand public, qui n'est pas forcément pensé en premier lieu pour les chercheurs, même si on espère que ça puisse être un lieu aussi où on puisse aller chercher assez rapidement une petite information qui nous manquerait, voilà, un petit trou de mémoire sur tel ou tel artiste. D'autant que, je le précise, c'est une plateforme qui est collaborative, c'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas que ce soit nous, tout petit groupe du programme impressionniste, qui écrivions l'ensemble des contenus, mais nous demandons à chacun des spécialistes, dans le cas par exemple des artistes, chacun de ces artistes, d'avoir le spécialiste, français ou international, ce n'est absolument pas un critère, de pouvoir nous écrire cette petite biographie de l'artiste. Et ensuite, nous avons une partie qu'on a appelée débat. Alors les termes ont, je le précise, posé beaucoup de questions et peuvent encore être questionnés, hein. D'ailleurs, on est curieux d'avoir les retours des utilisateurs, des usagers, qui est une partie où l'idée c'est de montrer justement que l'impressionnisme n'est pas figé, comme elle peut l'être, comme elle peut donner l'impression d'être dans la partie histoire, mais que l'histoire de l'impressionnisme a beau être au passé, il s'écrit véritablement au présent, et, et que derrière et que cette écriture de l'impressionnisme au présent se fait par des chercheurs. Donc l'idée, c'est de à la fois montrer, alors là, on va dire, ce sont des articles peut-être un petit peu plus classiques, mais qu'on classe par thématique. Par exemple, une thématique qui s'attache plus sur le territoire, une thématique qui va plus s'attacher à la question du genre, par exemple, ou des thématiques plus sociales. Mais également, on a une section qu'on a intitulée Nouveaux regards, où il s'agit de montrer ceux aussi qui font l'histoire de l'impressionnisme, à la fois les chercheurs, mais justement aussi des personnalités et des acteurs en dehors de la sphère universitaire. Nous avons par exemple, bah, c'était assez évident, une interview des deux personnes avec qui nous travaillons main dans la main du secteur touristique. Nous avons une restauratrice et très bientôt, par exemple, nous allons avoir un pharmacien qui a travaillé sur la pharmacopée de Monet à travers sa correspondance. Donc en fait, se rendre compte justement, encore une fois, à quel point l'impressionnisme est très largement partagé, et donc de pouvoir montrer cette interdisciplinarité qu'on cherche tous à avoir dans nos événements, dans nos colloques, pouvoir aussi la montrer sur cette plateforme.
La dernière chose peut-être que je peux dire, enfin 2 dernières choses que je peux dire pour présenter, cette plateforme et avant de rentrer plus en dialogue, c'est la question, de l'écriture elle-même, des contenus, puisque donc j'ai dit que nous avons pensé cette arborescence pour essayer justement d'entraîner une navigation relativement fluide et que, le public qui rentre, par exemple pour une question de chronologie, va pouvoir ensuite aller consulter une notice d'œuvre et finalement se retrouver à lire l'entièreté du portrait, d'un artiste et se rendre compte qu'il y a une question d'actualité plus précise qui se pose et donc ainsi, découvrir plus que ce qu'il imaginait, de en initiant sa recherche. Et puis l'idée, c'est aussi de et j'ai parlé beaucoup de ce fameux grand public qu'on ne connaît pas forcément bien, mais l'idée aussi à travers le secteur touristique, je vous ai dit, c'était une question enfin, ils avaient beaucoup une demande de définition, mais nous, ce qu'on essaye enfin, ce qu'on espère aussi à travers cette plateforme et notamment à travers la partie débat, c'est aussi de faire circuler, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, autrement le savoir universitaire, à travers ces articles un peu plus courts que dans des revues scientifiques spécifiques, un peu plus accessibles, on l'espère, à travers, cette plateforme, mais que cette recherche très actuelle autour de l'impressionnisme puisse aussi inspirer, si je puis dire, les acteurs, du tourisme qui sont amenés à monter des manifestations, des cycles de conférences, et cetera, des expositions et bien qu'à travers, cette partie de la plateforme, il puisse y avoir aussi des idées, qui naissent et qui du coup, se concrétisent, se matérialisent dans des événements sur les territoires. Et à l'inverse, on a une petite partie, je ne l'ai pas présentée parce qu'elle est plus classique, une petite partie actualité, mais qui est aussi l'occasion de montrer justement ce qui se fait, à la fois, en France, mais évidemment à l'international sur la thématique impressionniste et ce sont aussi ces événements qui peuvent donner aux chercheurs des idées de recherche, des angles d'approche qui n'avaient pas forcément été envisagés. Donc voilà, l'idée de faire vraiment circuler, l'information. Et le tout dernier point, que je voudrais aborder, mais qui est vraiment davantage une introduction à la question justement, qui est posée aujourd'hui du dialogue entre, la sphère francophone et la sphère, anglophone. C'est, la question évidemment de la traduction et du bilinguisme ou du multilinguisme sur la plateforme puisque, aujourd'hui la plateforme est presque exclusivement en français. Si vous avez bien enfin si vous l'avez consulté de manière un petit peu approfondie, vous verrez que nous avons 2 articles, qui sont, en français, 2 portraits d'artistes, qui sont écrits enfin qui sont aussi disponibles en français, notamment un de Samuel que je remercie, au passage et un autre d'André, Dombrowski qui, donc ont nativement écrit leur article en anglais et donc on a voulu rendre accessible d'ores et déjà. Mais, l'ambition dans les tout prochains mois, c'est de rendre cette plateforme, entièrement bilingue, français-anglais. On aurait aimé faire plus, mais malheureusement, financièrement et en termes de temps, c'est impossible, d'aller vers d'autres langues, que ce soit, l'espagnol, l'allemand, l'italien ou des langues, qui intéresseraient beaucoup sur la thématique comme le japonais, le chinois. Mais voilà, malheureusement, ça ne sera pas possible, donc ça sera une plateforme français-anglais. On n'a pas pu le faire, dès le début, hein, c'est pas, heu, dans la suite de nos réflexions qu'on l'a qu'on a voulu ce bilinguisme, il a vraiment été pensé dès l'origine, mais s'est posé la question d'attendre encore plusieurs mois pour lancer la plateforme et qu'elle soit directement, bilingue. Nous avons fait le choix de d'abord la lancer en français pour montrer malgré tout nos travaux et pour, voilà, avancer, dans le travail et voilà, dans les prochains mois, elle sera parfaitement bilingue. Ça, c'est le premier axe, sur la question de notre approche internationale, on va dire, de la question impressionniste. L'autre enfin, un autre aspect, c'est la question des contributions, comme je le disais et des auteurs,
puisque évidemment nous travaillons avec tous nos collègues internationaux et donc nous demandons des contributions, nous sollicitons des contributions à des auteurs à travers le monde et qui peuvent écrire dans leur langue native. On se charge de la traduction en français, anglais s'ils ne sont pas nativement, s'ils ne peuvent pas écrire nativement en français ou en anglais. Donc l'idée, c'est d'avoir, à travers ces contributeurs internationaux, que justement se sentent les approches différentes en fonction des endroits du globe où on écrit, que ça puisse se sentir justement dans ces articles. Et pour garantir, pour tenter de garantir ce pluralisme, ça se fait à travers un comité scientifique de la plateforme. Nous, le programme de recherche en tant que tel n'a pas de comité scientifique. On monte des comités scientifiques dédiés à chacun de nos événements. C'est-à-dire que pour chaque colloque, pour les 2 colloques que nous avons organisés, nous avons monté un comité scientifique international. Et pour la plateforme, nous sommes en train de monter également ce comité scientifique international. Et donc, c'est aussi à travers ce comité que nous voulons assurer ce pluralisme d'approche de l'impressionnisme, pluralisme d'approche qui est vraiment ancré, je le précise, dans la tradition de notre université, puisque certains d'entre vous connaissent peut-être le réseau international de formation en histoire de l'art qui fait tous les étés l'école de printemps de ce réseau international de formation en histoire de l'art, qui a été porté par Ségolène Lemaine notamment, que vous connaissez sans doute, qui fait partie du programme impressionniste, hein, puisque c'est moi qui vous parle aujourd'hui, mais je ne suis pas la seule. Et donc voilà, on a vraiment dans notre ADN à l'Université Paris-Nanterre cette volonté d'être international et de pouvoir montrer ce pluralisme d'interprétation, si je puis dire, de l'impressionnisme à travers cette plateforme. Voilà, j'espère avoir introduit un certain nombre de questions, répondu peut-être à certaines autres sur la plateforme. And now we can switch in English for the dialogue with Samuel. At least I will try. Je vous remercie, Félicie, pour une présentation très intéressante. I think it will really resonate for lots of people in the audience. It was really fascinating for you to sort of talk us through your thought process and the decision-making process in coming to the platform. I see from the chat, this might be just terribly, terribly bad timing. The website doesn't seem to be working at the moment. We can't seem to connect. So everybody's been very diligently trying to connect. It might just be an IT error. These things happen. That's a shame. Very bad timing. But I'm sure everyone will keep it bookmarked and have a look. Félicie spoke of making the website easy to navigate. And sorry, go ahead. I don't know if it's for that, but on my slide, it's funny because I made a mistake because N is missing in French. I mixed even English with the correct spelling, it's not working. Okay, yeah. okay. So don't worry. Yeah. So it can be homework for people, I suppose, and it's a fun site to look at. There's lots of sort of visual eye candy to encourage you to click around. So please do, and sorry about that. I think lots of our colleagues, I'm sure, will have lots of questions for you, Félicie. For me, for my own position in the UK, it resonates a lot with sort of the impact agenda and the strong desire for academic art historians to make a sort of material, positive change in the world. And there's sort of the tensions that come with that in relation to disseminating our knowledge, translating it, making it useful for the public. The necessity of finding out what it is the public wants from us and how they will use and navigate the knowledge that we're creating and sharing. And I think, lots of people working in the impact space will find much of what you said really, really fascinating. While I've got my screen up, I'm going to
take chair's privilege and ask you a question that I've already asked you in preparation, and you had a really fascinating answer for it. When we were sort of meeting to talk through the session, one of the questions I had was, what is it? What does Impressionism mean to le grand public, to the masses in France? And what is it that the French public want from Impressionism? And thanks to your really distinctive work with the tourist industry, you had some quantitative data that you can present to us. So I just wanted to give you the opportunity to talk us through the surveys that you've done of the public on Impressionism. Yes, yes, you can switch to the other slides. Yeah, thank you. Yes, all those beautiful datas are not mine. As you can see, the sources. It's a survey that has been made on demand of the Contrat de destination Paris-Île-de-France Normandie Impressionniste, the tourist industry which I work with. So they were wondering, what is Impressionism for the masses? What are they waiting for when they are coming on a site, on an Impressionist site, or in a museum? And one of the more interesting information is that Impressionism is the most cited movement by all public in the world, as you can see on the slide. That means that Impressionism is maybe the most known pictorial movement on the world. So we can assume that there is a lot of expectation on that movement. But what expectation? That's the point, and that what everyone wanted to know. If you show the other slide, Samuel. Yes. Which slide would you like? This one? Yeah. Yeah. No. This the former one. The former one is great. The one before, please. Yes. Perfect. Thank you. And it's another survey made for the okay, and which one? No, it's the one with the word celle avec les the next one. Yes, perfect. Yes, it's so I mean, I think it moves tout seul, no? I hope not. C'est avec les mots descriptifs de l'impressionnisme, comme le bien-être, la sérénité, la douceur. Parce que sur mon écran, c'est pas ça que je vois, mais bon, c'est pas très grave. En fait, du coup, dans cette enquête, le public a été interrogé pour savoir à quoi fait référence l'impressionnisme. Et donc, on voit, c'est la notoriété, l'identification, c'est-à-dire qu'on s'identifie à ce mouvement, l'accessibilité, c'est facile, la proximité, on se sent de la proximité, et du bien-être, attractivité et passion. Donc on voit tout un champ lexical autour de l'impressionnisme qui rejoint sans doute l'image un peu traditionnelle, on va dire, la plus facilement répandue
d'une peinture relativement facile d'accès, jolie. C'est effectivement cela que semble attendre, enfin en tout cas que se représente le public avec la paix, la tranquillité, la liberté. Voilà, que des termes très positifs, hein, euh, et, euh, et assez, enfin, et très en lien avec l'aspect vraiment uniquement pictural de leur peinture. Il y a peu de choses. Alors peut-être la liberté plutôt. Est-ce que c'est la liberté de la touche ou est-ce que c'est la liberté de positionnement des artistes dans leur posture révolutionnaire au 19e? On peut se poser la question. Néanmoins, voilà, on est quand même sur des adjectifs qui sont beaucoup plus en lien avec cette peinture, voilà, qui est jolie, qui est dite facile, facile d'accès. Et donc, à partir de ce genre d'études, c'est sûr que l'image que va avoir tendance à véhiculer le secteur touristique va correspondre à cette attente. Et c'est vrai que nous, à travers le travail qu'on fait avec le secteur touristique, c'est justement d'essayer aussi un petit peu de les convaincre, on va dire, de l'intérêt de diversifier un petit peu l'approche de l'impressionnisme pour justement la complexifier un petit peu, pour davantage la mettre en contexte, pour amener par exemple des éléments sociaux, économiques, politiques, comme on le disait, pour montrer aussi tout le contexte dans lequel l'impressionnisme a pu évoluer. Et à ce propos, j'ai une petite anecdote où j'avais discuté avec Sylvain Amic, qui est aujourd'hui le directeur du musée d'Orsay, mais qui était à ce moment-là directeur du musée de Rouen. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il existe le Festival Normandie Impressionniste depuis 2010, qui a vraiment participé en France à remettre l'impressionnisme sur le devant de la scène, et notamment grâce donc, à un festival qui a lieu tous les 4 ans. Et Sylvain Amic a assuré 3 ou 4 éditions du festival Normandie Impressionniste au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Et il m'expliquait qu'il avait volontairement fait évoluer les sujets de ces expositions en, en imaginant, en projetant en tout cas, que à travers son public qui revient, puisque on est à Rouen, donc on a certes un public touristique plus large, mais on a un public aussi plus de proximité, que le public d'exposition en exposition apprend un peu plus à chaque fois sur l'impressionnisme et il peut complexifier l'approche qu'il va avoir de l'impressionnisme. Et une de ses dernières expositions était sur François de Pau, qui est donc un collectionneur rouennais de l'impressionnisme. Et à travers la figure de François de Pau, il soulevait des questions justement de diffusion économique, etc., de lien au marché euh, de l'impressionnisme et il m'expliquait que ce genre d'exposition n'aurait sans doute pas été, peut-être pas possible, mais profitable 15 ans auparavant quand la thématique impressionniste était moins sur le devant de la scène. Là, j'amène un petit peu des questions d'historiographie, mais c'est vrai que si est aujourd'hui un des courants, comme on l'a vu, donc le mieux identifié et sans doute un des plus appréciés à travers le monde, ça n'a pas forcément toujours été le cas, en tout cas en France. L'histoire de la réception de l'impressionnisme est une histoire longue, et donc l'histoire aussi de la connaissance du grand public de l'impressionnisme, elle évolue aussi en fonction de ça. I That's guess really I fascinating. And yeah, and especially fascinating that your colleague Sylvain is thinking about it as a process of complicating and deepening the knowledge. One of the things that I was really struck by with the kinds of adjectives on this slide that the public were coming up with was how some of them were perhaps a sort of a spontaneous response to the aesthetic of an impressionist picture, you know, what it feels like to be in front of a Monet, for example. But others like Liberté
are indicative of a sort of an ingrained narrative. It's not something that they're spontaneously experiencing, but something that they're bringing with them to the experience of looking at the picture. And likewise, the idea that as academics we want to nuance and diversify public understanding of Impressionism. Sometimes there's a sense of tension or resistance with the kinds of narratives and understandings that are already embedded in public understanding. We want something from a Monet. We want a Monet to be tranquil and serene, and we want that sense of well-being. And sometimes a complicated narrative is disruptive to those desires. And so that sense of having to maybe tread a bit carefully is really interesting. And perhaps one of the things that's very specific to a French context, which bears upon that question of having to tread carefully, is the national importance of Impressionism, the sense of Impressionism as French, as part of Le Patrimoine, as sort of ours. And I wonder, Félicie, if you could sort of speak a bit more about how that's shaping your work and the public's perception of Impressionism and your work to sort of mediate between the two. Mhm. Yeah, that's a good question, because we, as researcher, we are aware that we are in a global research landscape, and that Impressionism is not treated the same in France or in England, and in UK, in United States, and so on, in Australia, and so on. But yes, it's difficult to say if the public is aware of this, and I think the French public is proud of Impressionism, because Impressionism remember us when France were the center of the world. I don't know if if it's true. I don't think so. But l'impressionnisme rappelle le moment le plus glorieux, le passé le plus glorieux de la France, la fin du 19e siècle, quand Paris est le centre du monde artistique, ou du moins c'est comme ça que l'historiographie c'est remis en question, mais il y a quand même cette idée de Paris comme plaque tournante du monde, c'est du monde et du monde artistique. C'est le moment où on parle partout français dans le monde, et ça, on s'en est pas encore remis que ça ne soit plus le cas. Et donc l'impressionnisme réactive d'une certaine manière tout ce passé français. Donc je pense qu'il y a cet attachement et cette identification très forte du public français par ce passé que réactive l'impressionnisme. C'est un premier point. Le second point, c'est que it's about landscape. L'impressionnisme, c'est du paysage. Les impressionnistes français représentent le paysage français essentiellement. Ils ont un peu voyagé, mais ils ont essentiellement représenté la France. Et donc, à travers ces paysages, c'est aussi un lien au territoire, donc à son identité, qui est réactivée à travers ces peintures. C'est une manière de s'approprier son territoire à l'époque comme aujourd'hui. Alors, ce qu'on met derrière ces paysages et ce qu'on comprend de ces paysages est en fait très différent au 19e siècle qu'aujourd'hui. Et on a perdu une grande partie de la subtilité, si je puis dire, de la signification des paysages impressionnistes, qu'on interprète par exemple aujourd'hui comme une France éternelle,
est un petit peu figée dans son passé, là où en fait elle fait montre de modernité dans beaucoup dans beaucoup des toiles. Et pour élargir et sortir un petit peu du cadre français et aller vers le global impressionism, je pense aussi que c'est cette question comment dire, de la naissance d'écoles impressionnistes nationales. Alors, avec cette question de la définition d'impressionnisme derrière, mais on est à chaque fois sur des écoles du paysage également. Et je pense que ce système et cette réactivation, cette identification à ces courants de la fin du 19e, début 20e, fonctionne particulièrement bien parce que c'est des représentations du paysage national, d'un territoire national, et que en ajoutant en plus la dimension impressionniste, on se réfère à ce grand mouvement, au-delà d'être français, qui est ce grand mouvement qui a fait passer l'histoire de l'art, l'histoire du paysage du moins, dans la modernité. Et donc c'est aussi pour ça que ces impressionnismes nationaux, si je puis dire, ont aussi un succès assez important dans chacun des pays dans lesquels il a été étudié et dans lesquels il y a des expositions, parce qu'on réactive d'une certaine manière euh, ces mêmes process, on va dire. Yeah, fascinating. Yeah, really interesting. And that sense of connection with landscape and sort of ownership, national ownership, and that sense of nostalgia. In a British context, there's lots of other things that activate an analogous sort of ideological nostalgia, you might say, or a sort of a kind of a nationalist nostalgia, kind of national myth, and those um, sort of, I suppose, ingrained ways of thinking and those ingrained desires are, yeah, framing those relationships between academic knowledge and public knowledge and kind of what's desired. Yeah, thank you very much. We've got time, everybody in the audience, for your questions. Please feel free to put them in the chat, or if you have a question, feel free to raise your hand and pose it directly on video. I'll stop sharing my screen so you can see us a bit better. While you're thinking of a question, I'll turn to one that's come in from Claire Moran, and she's asked, apart from tourism, does the platform engage with other sectors of the public? So, for example, in education? No, not really. Education with university, but not for school. But it's one of the publics that we have in mind because we talk a lot of masses, but you don't arrive par hasard on a website which name is Impressionism. So you are looking for information on Impressionism if you are on our website. So why are you looking for information on Impressionism? It's, for example, for school, if you are making an exposé in French, an exposé. So you are looking for information. So yes, we hope that this public and the teachers too, who are preparing courses on art history, can use this website, but we didn't work with them to when we were built the platform. So, with that sort of in mind, then, what do you in 5 years' time? What is it that you want the French public to understand about Impressionism that they don't at the moment? What would be the big success for the platform? That's a good question. One answer is about data. How many people are coming on the platform. Now
I didn't check the number just before our meeting, but it's we have kind of circulation on the website. But yes, it's true that it's not a lot for the moment. We have first an issue of Google. Comment on dit, référencement, référencement, Maybe how the analytics, website like is presentation. yeah. So yes, when you type impressionism with a S on Google, our website is not coming really up to the list. So it's one of our problems that we have to work on. So yes, the number of the publics who will come on the website will be one of our victory. um, then it's difficult to say because it's difficult to know how we can measure this success. But yes, it's one of our success. It's would be to make understand that maybe if the survey that I show you before that the words that are given will be a little bit more complex, maybe that maybe we will see some other word. I don't know which one right now, but yeah, that maybe and derrière les toiles, il y a aussi toute une histoire, en fait. C'est que, voilà, ça soit pas juste les tableaux, pas juste des fleurs et des paysages, mais des hommes, des femmes, avec différents horizons, différentes perspectives, qui ont fait cette histoire-là aussi. En fait, ça serait peut-être ça, c'est sortir l'histoire de l'impressionnisme d'une histoire uniquement par les tableaux, ce que font très bien les musées, parce que forcément leur matière à eux, ce sont les tableaux, et heureusement, et à vrai dire, avec les catalogues d'exposition, ils élargissent bien évidemment la perspective. Je ne suis pas en train de dire qu'ils se contentent de ça, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, notre approche, nous, on n'a pas les œuvres, justement, donc c'est d'essayer voilà, de montrer tout le contexte de l'impressionnisme et comment on peut le comprendre. Mais comment on le mesurera, je ne sais pas. Thank you, Felicity. Yes. Helena Anderson has put in the chat that the site's working now, so everybody can squirrel away and have a Great. look for I'm themselves. happy. Thank Woo! you. That's good news. Yes. We have time maybe for one or two more Alison was questions. asking a question on the chat, I think, on the S and impressionism, and you asked me that before, Samuel, too, because our program is impressionism without S, and the website has an S, and the address of the website is in French, and we won't have an English address because it doesn't work like that on internet. We checked that. To be perfectly honest, Impressionism without S wasn't available, except if we paid a lot of money to buy it to I don't know who. So we had to think about another name, and Impressionism with a S was s'est imposé à nous, was quite an evidence for us because it's simple. But a name, it's quite important because it has to be simple to be type on internet and to be on the top of the list of Google and so on, to be shared and to be shared, yes. But it has a significant it's meaningful too. So with this S, we try to mean those interdisciplinary
approach with our university, avec with, une approche interdisciplinaire au sein de l'université, mais aussi avec du coup le secteur touristique. Mais nous avons là aussi beaucoup interrogé les différentes personnes, les différents acteurs qui pouvaient consulter le site pour savoir justement qu'est-ce qui serait le plus parlant. We formally for our first symposium, we already made a very, very small website and it was impressionism-research.net and research when we asked our colleague in tourism industry is really a ungo word, a no-go word. That's interesting. Yeah, it's so often those kind of practical decisions can sort of Yeah. lead the thinking and sort of then that sometimes be quite generative. Yeah, really interesting. Because there is a huge amount of semantic difference that we would perhaps perceive as experts, but not necessarily to the public. You know, I had somebody ask me recently who works in high schools. Students had asked them what the difference was between art history and the history of art, and really there's lots of subtle differences that we would understand, but for an outsider it's a distinction without a difference, and having to reflect on what is sensible and what's comprehensible and what's significant when we're sort of communicating outside of our specialism is really, really important. No more questions in the chat, but a nice message for Marianne Stevens. Thank you very much, Marianne, for coming and saying merci beaucoup, Félicie, for the présentation très intéressante. Really fascinating. Yeah, really wonderful. Well, thank you very much, everyone, for coming. Thank you again. Merci, Félicie, for presenting your work on the platform. Yeah, and what good timing that it's now accessible. So as soon as we close out, everybody will, I'm sure, hop over there and may or may not read their fantastic essay on Gustave Caillebotte, which I can say is very, very good. But thank you very much, everyone.